Ravi d'être parmi aujourd'hui avec nos deux intervenants pour ce nouveau webinaire. Je remercie Tijari Wafa Bank, marché des entreprises, et son partenaire BPI France au niveau d'EuroEquity pour son accompagnement habituel pour rendre possible la tenue de cet événement. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau thème qui s'intitule la Supply Chain 4.0, ces nouvelles tendances qui révolutionnent le quotidien de votre entreprise. On en est sur le chemin, si vous voulez, du partage. Pour cette année, on vous propose 10 webinaires, on en est au 6e sur les 10, donc au titre de cette année. Alors, pourquoi ce thème et pourquoi aujourd'hui? Je voudrais d'abord insister sur un point très important qui touche les entreprises depuis quelques années. Catalysé par, il est vrai, la période du Covid, mais pas que, parce qu'on est sorti du Covid et que tout le monde espérait finalement une reprise mondiale. On est rentré en plein fouet dans un environnement de plus en plus compliqué, avec une crise énergétique d'abord, puis économique, avec un niveau d'inflation qui est sans égal, augmentation des matières premières, montée sans précédent, comme j'ai dit, de l'inflation et une érosion un petit peu des pouvoirs d'achat un peu partout. L'année 2022 est une année compliquée qui touche tout le monde et bien évidemment les entreprises en premier rang. D'ailleurs, les prévisions, nos prévisions au niveau de croissance ont été corrigées drastiquement. On en est pratiquement à 1%, alors que le forecast initial était de 3 à 3,2. Donc on en est vraiment dans une année quasiment plate et qui est difficile. Au niveau de l'entreprise, imaginez la trajectoire d'une entreprise comme étant sur un bateau qui voit un petit peu sa stratégie, un port avec son phare et tout ça, mais que la vue est empêchée par des vagues qui sont finalement le quotidien de l'entreprise. Et j'entends souvent des dirigeants parler du lendemain et puis finalement revenir à une situation normale. Puis je nous pose la question, finalement, c'est quoi une situation normale? On n'en est plus dans une situation normale depuis quelques années, donc je ne pense pas, de mon point de vue modeste, qu'une situation normale comme les prix, comme ce qu'on a vu jusqu'à présent, seront des choses avec lesquelles il va falloir composer maintenant avec tous ces changements. Et du coup, comme ce que je viens de dire, l'entreprise est un peu au carrefour de tous ces projets. En parallèle de ses activités courantes et de son core business, elle est en mode projet depuis quelques années sur ces thèmes connus qui sont là. Aujourd'hui, on parle de la RSE, de l'ESG, de la décarbonation, de la transition écologique et énergétique, de la transformation des entreprises, pour ne citer que ces projets. Pour situer un petit peu ce contexte, puisque nous avons un intervenant, Éric Moreau, dans l'industrie automobile, si vous prenez une voiture des années 2000, une entrée de gamme, une voiture entrée de gamme, disposait de très peu d'équipements en série et quasiment tout était en option. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, la plupart des constructeurs proposent des voitures entrée de gamme avec un peu plus d'équipements en série. Je suis tenté de dire la même chose la même similitude au niveau des entreprises. Les projets, comme je viens de dire, RSE, digitaux, lean, efficacité énergétique, décarbonation, TE, transition écologique et tout ça, sont quasiment devenus des sujets du quotidien de l'entreprise. On est censé les conduire aujourd'hui et pourrait graduellement leur livraison pour les injecter dans les activités des entreprises. Et je dirais à contrario, une entreprise qui n'a pas pris le train de ces transformations paraît comme une entreprise un peu exclue de cette trajectoire, peut-être qu'elle est en difficulté ou en veilleuse. S'agissant de l'industrie 4.0, nous avions déjà tenu 2 webinaires, un webinaire fin 2020 avec David Macheneau de PO et le deuxième, le 31 mai, exactement de cette année, avec Alain Pachong de Diligence, dans le but de rapprocher les PME à ces nouvelles transformations et projets, ainsi que leurs vertus sur les business models des entreprises. Le webinaire d'aujourd'hui ambition d'aller un peu plus loin au niveau de la transformation de ces entreprises. Finalement, les questions fusent.
qu'est-ce qu'une supply chain 4.0? Quels sont ses impacts sur l'industrie? Quelles sont les révolutions au niveau des entreprises qui ont fait le pas d'avancer sur cette transformation? Quid de la PME versus corporate et tout ça, avec ses faibles moyens? Comment intégrer les flux de matières premières et les données pour construire des chaînes d'approvisionnement plus sûres, plus rapides et plus flexibles, qui est le souci majeur de nos entreprises aujourd'hui? Comment ces nouvelles tendances technologiques rendent-elles efficaces les opérations d'approvisionnement, de production, de distribution, finalement toute la chaîne de valeur? Comment impacter les partenaires, clients et fournisseurs? Une entreprise, elle est dans une chaîne de valeur. En amont, elle a des fournisseurs, en aval, elle a des clients. Et donc, comment on peut finalement démystifier ces sujets de transformation? D'autres questions qui se posent aussi sur les organisations. Est-ce que les organisations seront bouleversées ou ont été bouleversées au niveau des entreprises? Quid de la data? Parce que la data est devenue le nerf de la guerre au niveau des entreprises, avec une culture beaucoup plus avancée, avec des directions. Aujourd'hui, dans des groupes, dans des entreprises, nous avons des data officers, nous avons des équipes vraiment qui sont dédiées à la data, chose qui n'existait pas il y a de ça quelques années. Alors, aussi, une question qui se pose aussi, quand on fait de la supply chain, l'industrie 4.0, de la data et tout ça, on est en principe censé un petit peu abolir les frontières d'une entreprise, entre les achats, entre la production, entre le commercial, la logistique, le financier, et ainsi de suite, vers vraiment, finalement, un modèle plus agile. Quid du capital humain, avec les compétences qu'il faut faire émerger, les outils de simulation. Et enfin, une dernière question, par quoi peut commencer une PME qui dispose de peu de moyens par rapport à une corporate ou un grand groupe, voire une multinationale? Peut-on finalement imaginer une mutualisation des besoins? Exemple, le transport, le stockage, le traitement des données, le cloud, et ainsi de suite. Pour en parler, nous avons le plaisir de compter parmi nous aujourd'hui deux intervenants, deux experts qui nous font la gentillesse de prendre leur temps afin de nous éclairer sur ce sujet et partager avec nous leurs expertises. Je les remercie vivement au nom de groupe Tijari Wafa Bank et de BPI France. Nous avons avec nous Éric Moreau, qui est vice-président de la chaîne d'approvisionnement de la stratégie industrielle de Faurecia, Clarion Electronics France. Et nous avons aussi avec nous Sizouir Benjeloun, qui est expert CIO, United Expert Partner. Comme à l'accoutumée, on va réserver à peu près 40 à 45 minutes de pitch des deux intervenants. Puis après, on va passer aux questions, au débat. Et sur ce sujet, j'aimerais bien un peu plus d'interactivité, parce que vous êtes les experts, vous, les entreprises, parce que, vous savez, vous apprenez par la pratique et vous êtes les experts. Et n'hésitez surtout pas, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui deux experts de premier rang, d'intervenir, de poser vos questions sur ces sujets. Alors, le premier intervenant, Éric Moreau. Bonjour, Éric. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Éric. Tu es de formation ingénieur, avec un master à l'ESSEC spécialisé en ingénierie logistique. Tu fais l'essentiel de ta carrière au niveau du groupe Faurecia, qui est le leader mondial. Je te laisserai présenter Faurecia, qui n'est pas à présenter. Tu as occupé différentes responsabilités, de la logistique, des opérations, du lean manufacturing jusqu'à la transformation digitale. Et depuis, comme on l'avait dit tout à l'heure, depuis début d'année, tu es en charge de la direction de la supply chain et de la stratégie industrielle de Faurecia Clarion Electronics, qui est basée au Japon. Tu interviens aussi au niveau des masterclass, au niveau de centrales Supélec pour dispenser justement ces pratiques, ces transformations d'industrie 4.0. Encore une fois, Éric, merci d'être parmi nous. Je te cède la parole. Éric, la parole est à toi. Très bien. Merci beaucoup, Kamal. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Éric Moreau. Je suis effectivement VP chez Faurecia, qui maintenant, vous verrez peut-être, a changé de nom puisqu'on s'appelle Forvia. Je vais de suite partager mon écran pour essayer de vous présenter, de parler un petit peu de supply chain. Alors, juste voilà. Alors, je vais me mettre en slideshow.
En principe, je pense que vous voyez mon écran. Donc, comme l'a rappelé tout à l'heure Kamal, et je pense que c'est intéressant comme point à rappeler. Bon, alors, il y a mon parcours, et puis il y a la société, mais on est là pour parler de quelque chose qui s'appelle la supply chain. Et là, tout à l'heure, Kamal disait, c'est vrai que ça fait 3 ans, le Covid est apparu en 2019, ça fait 3 ans qu'on subit des crises successives, et il y a certaines fonctions qui souffrent, comme par exemple la supply chain, parce que tout ça, ça a tendance à casser la stabilité qui est généralement nécessaire et qui amène tout ce qui va être productivité dans les entreprises. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et je pense que ces dernières années, avec l'émergence aussi de nouvelles technologies, on voit que la supply chain est transformée. C'est plus la même supply chain qu'auparavant. C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, et on va en parler ensemble. Elle est certainement plus large. La supply chain a beaucoup plus d'interfaces, on va dire, avec le monde extérieur. Elle est plus complexe, ça c'est clair, mais aussi, on voit apparaître des outils qui nous permettent d'avoir une supply chain un peu plus agile. Et donc, c'est tous ces points-là que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Je sais aussi que la plupart d'entre vous travaillent dans des PME, donc on pourra parler aussi de la supply chain vis-à-vis des PME et voir ensemble comment on peut, même si ce sont parfois des outils complexes, mais je ne suis pas certain, comment on peut mettre en place une supply chain agile et efficace, y compris dans des PME. Voilà. Donc, j'ai, je crois, une petite trentaine de minutes. Rapidement, juste, et vous voyez là, Forvia en bas à droite et Forestia, on a changé de nom parce qu'on devient maintenant un des acteurs majeurs après l'acquisition de Hella, qui est une entreprise allemande, qui a été l'année dernière. Nous avons pour ambition de devenir 6e acteur automobile mondial. Nous sommes 7e. Devant Valeo ou Michelin, qu'on connaît un peu plus parce que vous avez l'habitude d'acheter ces produits. Nous, on livre les constructeurs et on livre un véhicule sur 2 dans le monde est équipé d'un produit Forestia. Je vais vous montrer juste après quel type de produit. On a un groupe de plus de 150 000 employés qui possède 300 sites, 300 usines dans 42 pays, donc assez international. Et un groupe où la supply chain, forcément, alors d'abord on est dans l'automobile, mais en plus on est très international, donc où la supply chain joue un rôle très important. Alors moi j'ai rejoint une des activités, je ne vais pas toutes les faire, mais vous voyez à peu près ce que l'on fait comme produit. On fait des sièges pour les véhicules. Nous avons des usines d'ailleurs au Maroc, que vous connaissez peut-être, et qui livrent les constructeurs français par exemple. Mais on a des usines, vous voyez en tout, il y a 77 sites en usine chez Seating, donc c'est l'activité qui fait les sièges. Une activité intérieure qui livre un peu comme on voit sur la photo, tout ce qui va être planche de bord et tout ce qui va être vie intérieure, et de plus en plus c'est ce qu'on appelle des cockpits, parce que c'est plus non plus un outil de conduite, mais un outil aussi de plaisir, avec tout un tas de services embarqués. La troisième activité, je vais peut-être utiliser ma souris, je vais peut-être même faire mieux si je peux. Voilà. L'activité Clean Mobility, qui est une activité qui a pour mission d'abord d'avoir pas d'émissions de particules et rendre le monde meilleur et plus propre. Et dans le futur, c'est l'électrification des véhicules, c'est l'hydrogène. Et puis l'activité où moi je suis là, vous voyez, elle est de double couleur, elle est bleue et noire parce que c'est une activité électronique qui est un peu le merge entre l'acquisition qu'on vient de faire et Forestia. Et la supply chain joue un rôle extrêmement important. Et moi, on m'a donné pour mission de restructurer un peu tout ça. Mais la supply chain joue un rôle extrêmement important parce qu'après la crise du Covid, après la crise que l'on peut avoir au niveau international, je pense à l'Ukraine ou même aux problèmes énergétiques, on a une crise sur les semi-conducteurs. Et donc là, moi, je passe plus de 100% de mon temps à essayer de résoudre un peu ces crises et à essayer de voir où est-ce qu'on peut trouver des semi-conducteurs. Et cette crise va durer. Donc, on est dans des supply chains qui sont plus complexes et qui, en plus, vont durer pour assez longtemps. On pense que d'ici 2024, on n'aura pas énormément avancé sur ces problèmes de semi-conducteurs.
C'est un vrai problème capacitaire et industriel mondial. Puis après, il y a deux nouvelles branches qui viennent d'arriver. Lighting, qui est par l'acquisition de Ella, et une nouvelle qui s'appelle Lifecycle Solutions. Donc voilà, le Forestia. Donc moi, je vais vous parler plus précisément de cette partie-là, électronique, et de la supply chain électronique, mais j'ai travaillé, pour tout vous dire, j'ai travaillé chez Seating, Interior Systems, Clean Mobility. J'ai effectivement passé ma carrière dans ce groupe, que je connais très bien, et j'ai mis en place la plupart des supply chains dans ces 4 différentes activités. Voilà. Donc, rayon électronique, on fait des displays, donc tout ce qui va être les écrans qu'on voit ici, c'est nous qui alors on fabrique les écrans ou on les achète à Taïwan, mais on va surtout faire toute la partie software, tout ce qui va faire que votre téléphone est connecté dès que vous rentrez dans la voiture à votre écran, que vous pouvez gérer, passer d'un mode écran à un autre, et l'écran de votre téléphone est repris sur celui de votre voiture. Donc ça, c'est la partie display. La partie cockpit électronique avec des outils pour améliorer un peu votre quotidien, des outils de caméra, vous savez, quand vous des caméras de recul, des caméras maintenant pour surveiller le stress et la fatigue du conducteur. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus autour de cockpit électronique. Automatic driving, ça c'est tout ce qui va être reconnaissance des objets sur la route et avoir des algorithmes et des logiciels pour vous aider à conduire de manière à terme autonome. Donc là, c'est très très tourné sur l'électronique. Et puis Commercial Solutions qui a pour but d'équiper aussi en électronique les véhicules commerciaux comme les camions, les bus ou autres véhicules de flotte. Voilà. Donc moi aujourd'hui, juste avant, donc le groupe l'ambition future. Aujourd'hui, on a un groupe de 20 milliards. On a pour objectif d'arriver à 30 milliards de chiffre d'affaires. Et d'être une entreprise responsable, verte, qui allie la mobilité et qui soit un groupe pour lequel on travaille aussi pour l'avenir, pour la planète et pour laisser à nos générations futures un monde meilleur. Et ça, c'est important et c'est quelque chose d'assez nouveau et qui nous motive et je pense qu'il est une belle ambition. Voilà pour parler de l'entreprise Forvia. Pour laquelle je travaille. Alors, donc, moi, je vous propose aujourd'hui de parler de la supply chain. Alors, la supply chain, traditionnellement, c'est ce que l'on voit, enfin, ce que j'ai essayé de montrer à travers l'écran, c'est quand même énormément tourné sur la logistique. La logistique, pour faire les choses un peu plus simples, on va dire, c'est tout ce qui est manutention, tout ce qui est mouvement, dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, mais c'est énormément basé sur le flux physique. D'accord ? C'est traditionnellement tout ce que l'on peut avoir dans les entreprises et qui était le berceau, on va dire, de la logistique. Donc ça, c'est traditionnel. C'est ce sur quoi on travaillait, et ce sur quoi on travaillait il y a encore 3-4 ans. Alors je vous rassure, on travaille toujours là-dessus. Ça fait partie des basiques. Mais à cela, il y a quand même des nouveautés et des nouvelles tendances qui apparaissent, et c'est de celle-ci dont je voulais vous parler. La principale tendance, c'est celle-ci. Et celle-ci, j'ai pris cette photo parce que c'est ça la nouvelle logistique et c'est ça la nouvelle supply chain. Alors ça paraît complètement contradictoire, mais on n'aurait jamais pensé il y a quelques années que la logistique, on allait utiliser des vélos, on allait avoir une logistique pour les derniers kilomètres qui allait être complètement agile, complètement souple. On pensait plus à l'optimisation des camions, on pensait plus à des moyens lourds. Et maintenant, cette logistique, elle intègre jusqu'à la livraison et jusqu'à votre porte, jusqu'à chez vous, elle intègre cette partie qui est très personnelle et personnalisée. Et on voit là, et donc j'ai illustré avec une personne qui est sur un vélo, cette mobilité propre et cette supply chain, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et qui est arrivé, en fait, on ne va pas se mentir, avec Amazon, avec Uber Eats et toutes ces entreprises qui sont en train peu à peu de bouleverser le monde de la supply chain et de la logistique. Alors, si on fait l'histoire, dans les années 90, si vous vouliez arriver dans un endroit où la logistique était ultra performante, vous alliez dans l'automobile.
C'était la logistique du juste à temps, c'était la logistique du lean manufacturing, et il y avait toutes ces méthodes japonaises d'ailleurs, avec les Kanban et tout ça, qui faisaient que la logistique automobile, avec le minimum de ressources possibles et des flux tendus, était le summum de ce que l'on pouvait trouver. Maintenant, la logistique, elle est plus tournée vers le B2C, vers Amazon, comme je disais, vers des sociétés qui ont intégré cette notion un peu agile et personnalisée d'une logistique pour l'utilisateur final. D'accord ? Et c'est grâce à ce genre d'outils, d'ailleurs, qu'ils parviennent maintenant à amener cette logistique un peu nouvelle. Alors, c'est quoi ces genres d'outils? Vous voyez là, c'est juste une copie d'écran d'un téléphone qui va vous dire à quelle heure va arriver votre pièce et où est-ce qu'en est le livreur par rapport au point final qui est vous. Ça, on va le retrouver partout. On va le retrouver dans l'entreprise où on va tracer les produits, les localiser pour savoir où est-ce qu'en est ma commande, où est-ce qu'en est mon semi-fini, la prédiction, prédire quels vont être les volumes, les commandes, quels vont être les flux, les simuler et anticiper des demandes différentes ou anticiper des aléas. Donc ça, ces genres d'outils qui sont complètement nouveaux, c'est pas les outils qu'on connaissait par le passé, qui étaient des outils comme SAP, enfin, je veux dire, tous les outils importants, lourds, qui structurent l'entreprise, qui sont nécessaires, qui structurent. Tous ces outils que l'on voit là, ce sont des outils plug and play, des solutions mobiles que vous pouvez avoir dans votre entreprise avec des gens, même dans les PME. Hein, c'est des petites solutions qui sont construites un peu sur étagère et qui vous permettent de voir où est-ce qu'en est votre supply chain. Et en plus, les générations nouvelles de personnes qui sont dans l'entreprise, elles ont plutôt l'habitude de ce genre d'outils, à comparer avec des outils un peu plus lourds de gestion de RP, tels qu'on pouvait connaître par le passé. Donc ça, c'est une nouvelle logistique, une nouvelle tendance avec des outils simples, mobiles, qui ont tendance à faire ce que je vous dis ici, tracer, localiser, prédire, anticiper. Voilà en gros la nouvelle tendance. Alors si je regarde maintenant cette nouvelle supply chain, je vous ai mis trois exemples ici. À gauche, c'est ce qu'on appelle un AGV, Automatic Guided Vehicle. C'est ce qui transporte, ou maintenant de plus en plus aide à transporter les pièces. Ça va à terme remplacer les chariots élévateurs, ou en tout cas cette fonction un peu lourde logistique. Et comme elle n'est pas liée à l'humain, mais c'est un robot, elle est gratuite. Et ça, c'est un des paradoxes, le transport devient gratuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entrepôts dans les usines, qu'on essayait d'avoir au plus près de la production, on peut accepter de les mettre 50 mètres, 100 mètres un peu plus loin et avoir des îlots de production, et on ne met pas la logistique à l'intérieur du site, on la met sur la périphérie du site. Ça, c'est une des tendances fortes. D'accord? Free transportation. De même, tout ce qui était action, la logistique, c'était quelque chose de dur, difficile, où les opérateurs devaient soulever des charges lourdes. Maintenant, on a tous ces outils. Ça, c'est un robot qu'on appelle Autonomous, un cobot, collaborative robot, qui va dupliquer, et ils sont assez faciles en programmation. Il suffit de lui faire le trajet, en le prenant à la main, le trajet de ce que vous voulez, et il va répéter. Ça, c'est des nouvelles tendances assez simples qui arrivent maintenant dans le monde de la logistique. Et puis à droite, c'est les applications avec l'intelligence artificielle. Je vous ai mis ici pour illustrer un peu. C'est ces trois grosses tendances qu'on retrouve au sein des logistiques. Donc, si je résume, vous avez l'arrivée de nouveaux outils qui sont mobiles, qui vont vous permettre de prédire, de localiser, d'anticiper une logistique et de tracer la logistique. Ça, c'est important, de la tracer. Et puis après, vous avez des outils qui, eux, vont vous permettre de réduire la pénibilité. D'accord? Je vous ai dit ici, d'une civilisation de la douleur, de la peine, de la pénibilité, à une civilisation où le cerveau et tout ce qui va être valeur ajoutée va prendre son sens. Donc ça, c'est des nouvelles tendances que l'on voit de manière très forte. Alors ensuite, là, je vous le mets, mais je ne vais pas insister là-dessus, mais voilà un petit peu, si on doit regarder maintenant le scope de ce que l'on fait en supply chain, on travaille avec des algorithmes pour prédire les ventes, des outils de simulation, la data a un rôle très, très important, bien plus qu'elle ne l'avait auparavant.
c'est elle qui va vous permettre d'avoir une vue claire et de vraiment bien programmer votre supply chain. Des solutions remote, donc que l'on peut avoir à distance. On travaille de plus en plus avec des supply chains complexes, donc avec des outils assez simples, mais qui vous permettent de travailler dans les supply chains complexes, dans les systèmes de méga database, où vous allez injecter de la data pour essayer d'extraire des tendances. En vert, c'est tout ce qui va être robotisation, donc digital, mais au travers du shop floor, avec smart automation, la logistic handling, donc tout ce qui va être la manutention avec ce que je vous montrais tout à l'heure, les AGV ou les robots, le 3D printing, des machines qui sont de plus en plus connectées et qui se parlent, une usine qu'on appelle, nous, paperless factory, et puis l'arrivée du cloud qui vous permet, alors ça c'est important par rapport à la notion de PME, qui vous permet de ne plus acheter des gros systèmes lourds et compliqués, mais au travers du cloud, d'avoir, vous payez par licence, ou vous avez même maintenant des free seats, c'est-à-dire que vous achetez une licence qui va être utilisée par une personne ou un poste dans l'entreprise, ça peut être différentes personnes, mais vous en avez une qui peut y avoir accès à la fois. Donc, il y a tout un tas de solutions assez faciles maintenant à mettre en œuvre. D'abord pour gérer tout ce qui va être ERP, et on peut l'avoir sur cloud. Et puis ensuite, à la périphérie, toutes les petites solutions dont je vous parlais tout à l'heure sur mobile, donc sur téléphone, sur smartphone, sur tablette. Voilà. Alors, à côté de ça, vous avez aussi des nouveaux, il faut penser aux personnes et aux nouveaux talents qui arrivent dans le digital et dans la supply chain. Alors, vous avez ça comme des connectivity spécialistes. Ça n'existait pas avant. Des data scientists, des gens qui vont essayer de prendre des données et les faire parler. Des spécialistes de l'intelligence artificielle, des data controllers, des industrial system specialists, des programmeurs de robots, des personnes qui peuvent utiliser la réalité virtuelle ou augmentée, tout ce qui va être dessin avec Katia ou AutoCAD, les digital project managers. Donc, tout un tas aussi de nouveaux métiers qui vont être en périphérie ou en tout cas dans l'écosystème, on va dire, de la supply chain qui devient de plus en plus digital. Voilà un petit peu en introduction ce que je peux vous dire par rapport à ces nouvelles tendances de supply chain. Alors, elles peuvent vous paraître un peu éloignées peut-être de votre quotidien, où vous êtes dans une supply chain où il faut approvisionner, où il faut planifier la production, où il faut préparer des livraisons, où il faut organiser le transport. Oui, ça reste les fonctions importantes de la logistique. Mais ces fonctions-là, encore une fois, elles peuvent maintenant être assez simplement automatisées, ou en tout cas, elles peuvent être digitalisées, on va dire, pour que votre préparateur de commande, il ait tout sur sa tablette. Ça, c'est des petits outils assez simples, plug and play, qui vont se greffer sur votre outil de gestion, par exemple. Vous avez, pour tout ce qui va être entreposage, vous avez des outils qui vous permettent de localiser où sont vos stocks. Vous avez le téléphone, maintenant, vous permet de scanner des QR codes, donc aussi de scanner des barcodes, des codes barres. Donc, vous avez tout un tas de systèmes et de solutions beaucoup plus simples, en réalité, que par le passé, et plus simples à mettre en œuvre, où avant, il vous fallait des scanners, il vous fallait avoir un super Wi-Fi. Maintenant, avec des solutions mobiles, vous avez quand même la possibilité de mettre en place des choses assez simples et assez performantes. Voilà pour mon introduction. Alors, je ne vois pas s'il y a des questions, mais je vous laisserai les poser et après, je reviendrai dessus. Je veux rapidement voir avec vous quels sont les impacts en fait, de tout ça sur l'organisation des supply chains. Alors, un des principaux impacts, ça va être sur l'organisation qui avant était très délocalisée. C'est-à-dire que les supply chains étaient forcément sur site et local. Et on voit arriver des supply chains qui vont être en back-office. Et alors, on a des back-office supply chains qui peuvent être au Maroc, qui peuvent être en Tunisie, parce que tout ça peut être fait à distance. À distance, moi, je travaille en France. Toutes mes équipes sont au Japon. Mais j'ai en direct et en live, j'ai les stocks du Japon, j'ai l'évolution des commandes, l'évolution des pénuries, je prépare les plans de production
je les valide depuis Paris, même si je vais souvent là-bas. Je veux dire par là que l'organisation de la supply chain est complètement métamorphosée et transformée par l'arrivée de ces outils qui vous permettent de travailler à distance et du coup d'avoir des équipes de spécialistes de logistique, là où c'est un peu compliqué quand vous êtes au fin fond peut-être du Maroc, dans un endroit où vous allez avoir du mal à attirer des talents et des talents qui vont être intéressés par tous ces côtés digitaux dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, vous pouvez travailler en back-office. Alors, ça reste dans le domaine des entreprises. Il n'y a pas encore, à ma connaissance, de groupes qui vont proposer des services de logistique. Alors, s'il y en a, c'est les 4 PL, mais bon, nous, on veut garder la main quand même sur l'ingénierie, toute notre logistique, et donc on ne le fait pas. Après, sur des PME, pourquoi pas, vous pourriez envisager de confier une partie de votre logistique à des spécialistes qui, à distance, peuvent vous aider à gérer vos stocks, à gérer un peu tous ces flux d'informations et flux physiques. Donc, en tout cas, nous, à notre niveau, au niveau de Forestia, ce que l'on dit, c'est que le local, c'est pour l'exécution. Ça va être, on va gérer le local pour tout ce qui va être le transfert de pièces, la manutention, tout ce qui va toucher à la pièce et au flux physique. Et en centrale, on va faire la planification. Donc, ça va être la gestion des approvisionnements, la gestion des commandes et la gestion des expéditions. Et on commence à avoir, d'un point de vue mondial, des hubs logistiques, de gens qui peuvent faire carrière d'ailleurs dans cette fonction, parce que c'est beaucoup plus gros et puis ça peut être intéressant. Et là où avant la logistique était cantonnée à une usine, maintenant on travaille dans des hubs qui peuvent offrir à des gens aussi des carrières assez intéressantes. Donc ça, c'est aussi un impact important de la digitalisation sur l'organisation des supply chains. Voilà pour l'organisation. Maintenant, je voudrais vous donner, à titre d'exemple, des impacts sur la vie quotidienne de la supply chain. Le premier que je vous mets à l'écran, là, c'est qu'on a maintenant des outils qui nous permettent d'analyser la demande, de définir des modèles, de définir des saisonnalités. Vous voyez, là, on voit clairement une saisonnalité qui était la saisonnalité de vente, et puis vous avez la production telle qu'elle était. La production, là, on se met à travailler là où il n'y a plus du tout de production. Alors, soit vous voulez épouser vos ventes, mais il vous faut avoir des investissements lourds parce qu'il faut être capable de produire ce pic-là, ou soit vous voulez travailler de manière lissée, et en tout cas, on a maintenant des outils qui nous permettent de grapher, de visualiser et d'analyser. Ça, c'est nouveau. Avant, vous aviez des tableaux qui vous permettaient de voir des chiffres, et ce n'est pas toujours évident d'en définir des tendances. Maintenant, vous avez des outils qui vous permettent de prendre des décisions et de les visualiser à l'écran. Donc ça, c'est pour nous quelque chose d'intéressant, d'important. Et moi, par exemple, dans le domaine de l'électronique, je suis en train d'acheter les composants électroniques dans 18 mois. Donc, autant dire, je ne sais pas du tout quel sera le véhicule qui va fonctionner et qui marchera bien dans 18 mois. C'est très compliqué. La seule chose qu'on peut regarder, c'est les tendances, c'est les véhicules à venir. Et donc, il faut forcément se projeter. Donc, nous, on fait de l'extrapolation de la demande sur 24 mois pour essayer de simuler quels peuvent être les besoins. Et on s'engage avec des fournisseurs de composants électroniques sur des durées très, très longues. Alors, avec des difficultés évidentes, où il faut engager des commandes sur des pièces dont on n'a pas la certitude qu'on va les acheter. Donc, c'est pas évident. Et dans ce sens, la supply chain se doit d'être très performante, rigoureuse et précise. Voilà un point. Le deuxième que je voulais évoquer avec vous, c'est celui sur le transport. Là, vous voyez, ça, on ne pouvait pas le faire avant. C'est la cartographie de flux. Alors, c'est pas très beau quand on voit ça, mais c'est ce qu'on appelle un spaghetti diagramme, un diagramme de spaghetti, où on voit qu'il n'y a aucune optimisation possible. Et donc, l'idée, là, c'est de regarder si on peut mettre des hubs, des centres logistiques pour essayer d'optimiser les flux de transport. Ça, ce sont des outils. En l'occurrence, ça, c'est un outil qui est assez compliqué, assez complexe, mais il y en a des plus simples, qui vous permettent maintenant de visualiser un peu tous vos flux et d'essayer d'optimiser ces flux.
une partie aussi de la supply chain un peu nouvelle, très intéressante, et qui vous permet de regarder quelque chose qu'on n'a jamais regardé par le passé, qui sont les flux extérieurs à l'entreprise. Souvent, et c'était le lean manufacturing, on était à l'intérieur du site, on essayait d'éliminer le waste, donc d'éliminer tout ce qui était le gaspillage, et puis voilà. Maintenant, on fait la même chose, mais en allant au-delà du site et en regardant un peu ce genre de flux, qui sont des flux d'information. Je vous ai mis là, et j'illustre également par autre chose qui sont ce que tout à l'heure je vous appelais, ça c'est des AGV, Automatic Guided Vehicles. C'est quelque chose qui va bouger dans l'entreprise, qui va amener une charge lourde dessus et qui scanne des obstacles et qui va petit à petit refaire la cartographie du milieu, du lieu où il est. Ça, on voit un petit peu ce que voit l'écran, enfin ce que voit pardon la machine, et elle se fait des routes. Et elle se fait des zones. Alors, il y a des zones que vous pouvez interdire, des zones rouges, parce que c'est des zones de production. Et sinon, tout autour, l'engin va pouvoir aller d'un point A à un point B et va pouvoir amener des pièces et des composants. Ça, c'est quelque chose de tout nouveau. Enfin, tout nouveau, ça a quelques années déjà, mais qui est très intéressant pour réduire tout ce qui va être le labor, direct labor, donc la charge en tant qu'opérateur logistique, mais ça apporte aussi des solutions de flexibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez aller quand vous voulez, vous pouvez avoir des hautes fréquences, vous n'êtes plus obligé d'amener une palette complète, vous pouvez amener un carton et vous pouvez donc petit à petit avoir des zones de production qui sont des zones beaucoup plus lean, avec moins de problèmes en bord de ligne, par exemple. Donc ça, ces petits engins-là, on commence à en voir un petit peu partout. Celui-ci, c'est Kiva. En l'occurrence, je crois de mémoire que c'est un fournisseur européen. Mais vous imaginez qu'en Chine, ils ont leurs fournisseurs chinois. Au Japon, ils utilisent aussi souvent des Chinois. Mais voilà, ça, c'est des nouveaux outils aussi qui ont tendance à révolutionner tout ce qui est flux interne. Et puis, les outils de simulation, là, je vous en mets un où on peut voir un peu anticiper quel sera le temps pour chaque opérateur. Donc, ça, voilà, ce sont des outils aussi un peu modernes que l'on voit arriver. J'ai passé mon temps, je ne veux pas impacter plus, mais je veux garder du temps pour les questions. En tout cas, sachez que vos questions, on va pouvoir y répondre. Si vous avez besoin, je vous laisse ici mes coordonnées. Et je passe maintenant donc, la parole à Zouer, qui est le second intervenant. Et puis, on aura l'occasion après, au travers de vos questions, de répondre à toutes vos problématiques. Je vous remercie beaucoup. Et donc, je passe la parole à Zouer. Merci. Merci Eric, pour cette brillante présentation qui nous met en plein dedans une immersion totale sur la supply chain, sur ces révolutions qui révolutionnent finalement le quotidien de l'entreprise sur beaucoup de sujets. Nous aurons l'occasion de partager avec toi sur les échanges juste après l'intervention de Zoé. Si Zoé, rebonjour, tu es fondateur dirigeant d'United Expert Partner. Tu es aussi président de la délégation Tanger-Téton au niveau de la SMEX. Et puis, tu as un long parcours, une grande expertise, un long parcours, notamment au niveau de la SNTL, en tant que patron de la supply chain et logistique et membre de directoire. Tu as écouté l'intervention d'Éric Moreau sur ces sujets. Nous, au Maroc, on a des ambitions. Nous avons des ambitions, nous avons une roadmap, nous avons une volonté. Il y a une réalité. L'œil de l'expert sera la bienvenue. Si Zoé, je te réitère la bienvenue, je te cède la parole. Zoé, la parole est à toi. Merci beaucoup Sidabi, merci Eric. Effectivement, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention d'Eric. C'est une intervention brillante. Et je félicite vraiment le groupe Forvia, tout ce progrès quand même qu'ils ont réalisé. Je pense que sont basés sur une supply chain vraiment évolutive, qu'ils ont pu réaliser ce qui a été réalisé. Dans le contexte actuel et en relation avec le sujet que nous débattons aujourd'hui, je commencerai tout d'abord par remercier Tijari Wafabank et BPI pour l'invitation. Et vous aussi, Kamal, pour vraiment votre amabilité et les échanges constructifs qu'on a eu avant le démarrage de ce webinaire. Donc moi, je vais rester un petit peu dans un contexte national et international. Moi, je dirais qu'effectivement, on a une feuille de route qui a été tracée depuis très longtemps et
En parlant de tout ça, il faut remercier tous les intervenants et les chevilles ouvrières qui ont permis quand même de baptiser beaucoup de choses en termes de logistique, que ce soit au niveau du public ou au niveau du privé. Donc j'aimerais bien juste rappeler le contexte que le Maroc, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté que Dieu l'assiste, a lancé un contrat-programme en 2010, et c'était plus précisément en avril 2010. Et ce contrat-programme, il définissait plusieurs axes de développement qui permettraient au Maroc de gagner des points en PIB. Si vous voulez, le challenge, c'est de gagner ces points de PIB, parce que généralement, dans un pays développé, la logistique représente maximum entre 12 à 15% maximum de points de PIB par rapport à des pays développés. Et nous, au Maroc, le constat était que le fardeau de la logistique représentait quasiment quelque chose comme 22%. Et donc, il fallait vraiment avoir un challenge pendant un plan quinquennal qu'il fallait démarrer en 2010. Et grâce à ça, on a lancé plusieurs outils pour y parvenir. Dont le premier, c'est le lancement de l'Agence marocaine de développement de la logistique. Malheureusement, qu'il y a eu un retard pour la mise en place. Donc, au lieu d'être lancé en 2010, il a été lancé exactement en 2012. Et on a voulu que si vous voulez, ton tour de table soit constitué de privé et de public pour qu'il y ait vraiment une synergie entre les deux secteurs et qu'on puisse vraiment lancer des partenariats publics-privés pour aller de l'avant. Le constat malheureux qu'on puisse faire de toutes les façons, mais ça sans remettre en cause qui que ce soit, c'est qu'en 2020, le ministère avait lancé une évaluation de 10 ans du contrat-programme et on s'est rendu compte que malheureusement, il n'y a que 15% à 17% des objectifs du contrat-programme qui ont été réalisés. Pourquoi? Comment? On peut dire que le secteur public, la vérité, il a été, si vous voulez, volontariste dans son approche. Il a démarré par la grande, si vous voulez, plateforme de Zneta, parce que l'un des piliers, si vous voulez, de ce contrat-programme était de créer des zones multiflux logistiques. Donc, voilà, des zones multiflux logistiques. La SNTL a été pionnière dans ce sens. Elle a lancé l'une des plus grandes plateformes du Maroc qui s'installait à l'époque sur 28 hectares avec 100 000 mètres carrés, si vous voulez, de possibilités de stockage, c'est-à-dire de surface couverte. Sans oublier qu'il y a d'autres acteurs, bien sûr, privés, qui étaient pionniers aussi, qui ont peut-être anticipé la tendance, mais avec une vision personnelle, mais qui était une vision quand même pertinente, en créant des zones logistiques. Mais c'était, si vous voulez, des initiatives isolées. C'est des initiatives propres et des initiatives privées qui ont démarré. Mais après, si vous voulez, le vrai lancement du concept de zone logistique multiflux a été lancé juste après le lancement par Sa Majesté du contrat-programme logistique. Est-ce qu'il y a eu, si vous voulez, un développement assez soutenu? On va se poser beaucoup de questions. Le privé va vous dire qu'ils n'ont pas eu, si vous voulez, tout ce qu'il faut comme aide, que ce soit au niveau de crédit bancaire, au niveau, si vous voulez, d'assistance d'autres organismes financiers pour pouvoir réaliser leurs objectifs en termes de plateforme, en termes de... Et d'autres vous diront que quand même, il fallait attendre parce que quand même le secteur public, de par la SNTL, il y a eu l'ONCF qui a créé la zone MITA, il y a d'autres initiatives qui ont été créées, il y a d'autres groupes privés aussi qui ont créé. Donc maintenant, pour revenir, si vous voulez, à la supply chain dans sa vision globale, moi je dirais tout modestement que l'un des problèmes, si vous voulez, je dirais un des problèmes systémiques, c'est les ressources humaines, le capital humain. Je m'explique. Moi, je pense que les entreprises marocaines, que ce soit les petites ou les moyennes, on va dire plus les moyennes et les grandes entreprises, ont toujours considéré la logistique comme étant un maillon faible. Je m'explique. Ça veut dire que le taux d'encadrement dans les PME, en ce qui concerne, si vous voulez, le département, direction, appelez-les comme vous le voulez, en termes de logistique, il y a eu toujours un taux d'encadrement qui est faible. C'est, comme je vous ai dit, un taux d'encadrement faible équivaut à une prestation et un rendement qui est faible. Sachant qu'aujourd'hui, une supply chain qui réussit doit être une supply chain résiliente. Et quand je parle de résilience, l'un des piliers, si vous voulez, de cette supply chain est la chaîne d'approvisionnement qui doit être d'une part agile et d'autre part doit être réactive. Et pour qu'elle le soit, il faut absolument un taux d'encadrement assez important. Donc, un taux d'encadrement assez important, ça veut dire de valoriser la fonction supply chain et la fonction logistique au sein de l'entreprise. Je pense que depuis le temps, on a parcouru pas mal quand même de kilomètres et d'années et que je remarque vraiment avec satisfaction, mais pas à 100%, quand même cette prise de conscience de la part de toutes les entreprises qui commencent un petit peu à investir en termes de capital humain dans la fonction logistique.
Deuxièmement, on va dire qu'il y a deux supply chains, et moi je pense que tout le monde partagerait ce point de vue. Il y a une première supply chain qui était avant la Covid-19 et une deuxième supply chain après la Covid-19. Le premier constat flagrant qu'on a fait, c'était l'éloignement des chaînes d'approvisionnement dans la mesure où on a tout délocalisé vers la Chine quasiment et d'autres pays. Donc le premier problème qui se posait, c'est ce problème de délocalisation. Donc du coup, premier réflexe par rapport à plusieurs entreprises multinationales, nationales, c'est la relocalisation d'une bonne partie des chaînes de production. Pour la simple raison que le différentiel du transport, qui est une partie intégrante et qui représente jusqu'à 60% du coût logistique, c'est le transport, qu'il soit maritime, terrestre, aérien ou autre. Donc on a vu quand même des prix qui ont flambé. On a vu des prix, par exemple, d'un conteneur 20 pieds qui coûtait aux entreprises avant la crise 800 €, se multiplier par 10, parfois se multiplier par 15. Donc, imaginez un petit peu l'incidence du coût logistique. Donc, tout de suite, première décision, on pense à des relocalisations. Pourquoi? Parce que qui dit transport très cher, il faut répercuter quand même le coût du transport sur le prix unitaire à la vente, et ce n'est pas toujours évident de le faire. Donc voilà, ça c'est un premier défi qui a été posé avec, si vous voulez, la crise de la Covid. Deuxième des choses, un changement quasiment, on ne va pas dire radical, mais plus on l'a senti chez nous au Maroc, c'est le changement des habitudes de consommation. Je pense qu'Éric l'a soulevé tout à l'heure, c'est qu'on est passé vraiment d'une logistique quasiment B2B aujourd'hui à une logistique B2C et pourquoi pas C2C. Et là, vraiment, tout reposerait sur que le Marocain a passé quand même toute la période de confinement et surtout les 5 premiers mois a commencé à s'habituer, à se familiariser à ce qu'on appelle le e-commerce. Le e-commerce qui ne représentait que 5% avant la Covid a quand même aujourd'hui, selon les statistiques que j'ai lues récemment, frôle les 27% quand même des achats des Marocains. Donc on commençait à faire ses courses via Internet, via des plateformes. Ces livraisons, effectivement, se faisaient à moto et on voulait vraiment arriver au point final, ce qu'on appelle le last mile, pour satisfaire toutes les commandes des consommateurs. Donc, un peu plus, si vous voulez, un avantage certain que plusieurs entreprises ont bien compris et qui sont en train aujourd'hui de faire, si vous voulez, tout un ajustement au niveau de leur chaîne de valeur pour pouvoir répondre favorablement. On parle de e-commerce, on peut parler aussi de e-logistique, d'accord? Donc la e-logistique, dans la mesure où aujourd'hui plusieurs sites ont explosé, que ce soit en termes d'industrie textile, vêtements, si vous voulez, alimentation, FMCG en général. Mais on va revenir à un autre handicap aujourd'hui, peut-être un handicap, mais peut-être c'est juste pour reculer, pour mieux rebondir. Aujourd'hui, il y a eu quand même des conditions douanières qui étaient avant la Covid et pendant la Covid et qui ont changé récemment au niveau du Maroc. C'est qu'avant, c'était selon la valeur du bien déclaré qu'on décidait est-ce que le bien serait dédouané ou serait, si vous voulez, passera à l'inspection douanière ou sera libéré automatiquement. Là maintenant, il y a un contrôle qui va se faire a priori pour toutes les importations, si vous voulez, de colis légers ou de e-logistique. Donc ça, c'est un autre, si vous voulez, c'est un autre débat et c'est un des facteurs aussi qui peuvent plus ou moins, si vous voulez, ralentir cette, si vous voulez, cette, comment dirais-je, cette manne, si vous voulez, ou évolution de tout ce qui est commerce électronique. On va parler aujourd'hui vous avez dit de 4.0. Donc, j'ai essayé un petit peu de parler, si vous voulez, des prérequis pour la réussite de ces 4.0. Et aujourd'hui, il est inéluctable de parler d'un point clé que quand on démarre dans ce genre de business, qui est le business de la logistique, qu'on soit une entreprise prestataire de services ou éventuellement une entreprise de production industrielle ou semi-industrielle ou autre de services, il faut absolument aujourd'hui, la tendance est de se doter inéluctablement par rapport à des outils qui sont aujourd'hui des outils indispensables, à savoir un WMS, le Warehousing Management System ou le ERP qui permet, si vous voulez, la gestion de vos stocks et la gestion de vos cellules. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, si vous voulez, démarrer dans la prestation, ou éventuellement même dans la mise à disposition de vos logistiques sans être équipé avec un WMS, de surcroît qu'aujourd'hui, le WMS est accessible par le web. Donc, on n'est plus sur des solutions, si vous voulez, assez lourdes. Avant, qui se passait par beaucoup de journées et des mois d'interfaçage avec d'autres systèmes d'information. Maintenant, on peut avoir son WMS et être interfacé sur le web. Deuxièmement, aujourd'hui,
on est passé à autre chose. C'est ce qu'on appelle les objets connectés, IoT, donc Internet of Things, ou l'Internet des objets, aujourd'hui qui permettent, si vous voulez, une traçabilité et une efficience si vous voulez, de l'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, une entreprise qui produit des fromages, par exemple, et qui a envie de connaître, si vous voulez, le cycle de vie de son transport, peut aujourd'hui se doter de ces IoT et les mettre au niveau des conteneurs, qu'ils soient des conteneurs frigorifiques ou dry secs, pour avoir une idée claire sur la traçabilité. Et ceci a été permis grâce aux généralisation de l'Internet aujourd'hui, le haut débit et éventuellement les clouds. Il y a un autre point qui est capital aujourd'hui, et tout le monde en parle, et le Maroc était un petit peu, si vous voulez, avait une approche très volontariste et très assidue, c'est ce qu'on appelle la supply chain durable, ou le développement durable aujourd'hui qui s'impose à tout le monde. À la veille aujourd'hui du lancement de l'empreinte carbone 2023 dans toute l'Europe et l'Occident, le Maroc est un élève assidu et qui sera obligé demain de présenter, si vous voulez, sa copie, une bonne copie par rapport au progrès en termes de décarbonation. Et pour le faire, il faut que chaque entreprise, déjà marocaine, fasse son bilan en termes de RSE, de sa responsabilité sociétale et économique. Donc, il faudrait aujourd'hui vraiment avoir cette approche-là et en même temps se baser sur une supply chain un peu durable. Qui dit supply chain durable dit aussi le concept pour pouvoir le faire et voir vraiment des vélos circuler en ville, comme l'avait montré Eric. Il faut aussi vraiment miser plein pot sur ce qu'on appelle les smart cities, les nouvelles cités intelligentes. Et qui dit cité intelligente, l'un des premiers, si vous voulez, obstacles auxquels il faut faire face et il faut vraiment bannir, c'est les transports en commun développés. C'est à l'image de ce que fait Casablanca aujourd'hui et qui est en train de réaliser, à savoir, on va parler de métro ou plutôt de tram, de bus électriques, un peu encourager plus, si vous voulez, les mouvements et les transports en commun, des transports en commun intelligents, décongestionner les centres-villes et mettre des zones multiflux et des zones logistiques à l'extérieur des villes pour pouvoir permettre à ces bicyclettes-là de circuler, surtout qu'on parle aujourd'hui d'un grand pourcentage de développement de tout ce qui est B2C et C2C. Aujourd'hui, donc, c'est un travail qui n'est pas au niveau juste des entreprises, mais c'est un travail, si vous voulez, citoyen, de tout un chacun de nous et éventuellement de tous les responsables, que ce soit au niveau régional, au niveau local ou au niveau national, pour y parvenir et pour qu'on puisse avoir, si vous voulez, cette supply chain développée. Aujourd'hui, je pense, pour conclure et ne pas plus monopoliser la parole, aujourd'hui, l'idée est qu'il faut laisser faire. Donc, on ne va pas parler, on ne va pas revenir, c'est pas, si vous voulez, un sujet où on va, si vous voulez, réinventer l'eau chaude ou l'électricité. On va revenir à une théorie qu'avait développée David Ricardo, un grand économiste déjà au XVIIIe siècle, c'est laissant faire les spécialistes qu'ils savent faire de mieux. Donc, si aujourd'hui, moi, je suis très bien en termes de production, en termes d'innovation, je laisserai bien un bon logisticien faire le reste du travail. Donc, c'est vraiment externaliser cette fonction quand on peut l'externaliser. C'est miser beaucoup plus sur l'innovation et sur les nouvelles idées en termes de développement et laisser, si vous voulez, les bons logisticiens faire leur boulot. Aujourd'hui, je pense que le salut serait de passer par des zones. On parlera de coûts, mais il ne faut pas trop quand même se focaliser sur le coût au détriment, si vous voulez, de la qualité. Qui dit coût, oui, on sait que la supply chain et la logistique, elles sont là pour réduire les coûts, mais réduire les coûts ne veut pas dire que vous allez avoir 0 dirham de charge en termes de logistique. Et ne pas dire demain que non, mon produit, il ne représente pas une grande valeur ajoutée, et donc le coût unitaire me pénalisera en termes de coût logistique. Donc ça, c'est des études qui se font en amont, mais il faut vraiment travailler, si vous voulez, en parallèle avec les logisticiens pour le montage de certains projets. Et aujourd'hui, l'un des saluts de ça, c'est de vraiment pouvoir avoir des zones de massification et qui permettrait vraiment massifier les flux. Aujourd'hui, vous permettra d'abord de gagner en termes de coûts et en même temps, va vous fluidifier vos flux et va vous permettre d'avoir une vision un peu plus importante et plus éclairée par rapport à l'avenir. Je vous remercie. Merci Sizoël pour cette intervention qui
met un petit peu les choses beaucoup plus au clair sur la situation de notre secteur, qui est un secteur hautement stratégique et qui nourrit de fortes attentes, notamment même au niveau du modèle de développement. Nouveau modèle de développement où on met un peu la part belle à tout ce qui est sourcing, tout ce qui est. On parle de la banque de projets, par exemple. Maintenant, on parle, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la relocalisation, du sourcing local et de la substitution, et puis de la manière de travailler, de générer ces chaînes de valeur. Et ça ne peut pas se faire sans une vision partagée et assumée par tout le monde, je pense. Merci infiniment. Eric, tu peux mettre ta caméra pour que nous puissions passer à l'échange avec toi et Zoé. Oui, absolument. J'étais en train de prendre des notes. Merci, Zouher, très intéressant. Intervention très. Merci. Il y a beaucoup de points dont on pourra parler, mais que l'on applique également chez nous. Merci beaucoup, Eric et Zoé, pour vos présentations qui nous mettent un petit peu en plein dedans au niveau de la supply chain, comme tu l'as dit tout à l'heure, version 4.0 qui révolutionne les entreprises et les secteurs touristiques, par exemple, transport et logistique qui est chez nous, qui est un secteur fondamental et sur lequel il y a beaucoup d'attentes. Eric, une question importante de ton parcours. Dans une structure, une PME ou une grande structure, hein, abstraction faite sur la taille, comment on constitue une équipe projet supply chain? Est-ce qu'on fait appel aux consultants directement dès le départ ou on upgrade un petit peu les uns et les autres pour que nous puissions se mettre en mode agile pour réellement commencer à travailler? Parce que je l'ai toujours entendu de la part des experts qui disent que beaucoup de choses sont déjà chez l'entreprise, au niveau de la data, au niveau des cadrages et tout ça. Puis une deuxième question sur la réussite de cette transformation. Quels sont finalement les prérequis de ton retour d'expérience? Est-ce que dans une entreprise ou dans un groupe, c'est le degré de maturité des process, de la data et tout ça, du mindset des patrons, des dirigeants, du capital humain ou de l'environnement de l'entreprise quand elle est en immersion? Par exemple, chez vous, il y a la French Lab, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a des incitations où l'entreprise, elle est dans un land. Il y a des startups qui travaillent, il y a de la recherche et développement, il y a des incitations. Comment tu vois ces deux sujets, Eric? Alors, je vais commencer par le deuxième point. D'abord, chez nous, je dirais, on essaye beaucoup et on se trompe souvent. Et c'est parce qu'on essaye qu'on va progresser. Et si je prends l'exemple de la supply chain, il ne faut pas avoir peur de changer un petit peu les prérequis et puis aller voir au-delà. Je disais au tout départ, la supply chain, elle a changé. Il faut donc investir dans les gens. Tout à l'heure, je sais que vous avez parlé de capital humain. Et effectivement, d'abord, c'est des nouveaux métiers. Tout à l'heure, je vous donnais un petit peu la liste des nouveaux métiers qui sont liés. Il ne faut pas avoir peur d'investir dans les gens et dans des gens dont l'expertise et le métier est reconnu et qui vont pouvoir vous aider. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident parce que dans tous les cas, pour n'importe quel projet, le projet ne va fonctionner que s'il est porté par le top management, donc par le patron. Et vous pouvez essayer de transformer votre supply chain. Si ce n'est pas une volonté de l'entreprise dès le départ, vous n'allez pas y arriver. Et alors, il y a un des points tout à l'heure qui était intéressant. Vous disiez au Maroc, le e-commerce maintenant c'est 27% et de plus en plus dans le B2C. Moi, j'aurais tendance à dire même que la nouvelle supply chain, ça n'est que du B2C. C'est-à-dire que vous avez toujours un client. Et c'est pas, il y a plus de notion de B2B. Cette supply chain, elle apporte un service. C'est pas juste je vais savoir exactement où j'en suis dans mes comptes. Il faut amener de la valeur. Donc, pour y arriver, il faut investir dans des gens. Il faut, et vous l'avez bien souligné tout à l'heure, il ne faut pas considérer que la supply chain, c'est juste une partie qui vous amène pas énormément de valeur ajoutée et qui va juste être là pour supporter les opérations. C'est pas vrai. Il faut que cette supply chain, elle apporte de la valeur. Il faut réfléchir à qu'est-ce que je vais faire de plus grâce à ça. Ça va m'apporter, je vais amener un service, je vais être plus performant. Donc, il faut vraiment aller là-dedans. Il faut avoir des gens, il faut bien s'entourer, mais il faut avoir un projet. Il faut avoir un projet ambitieux, qui n'est pas forcément un projet coûteux. On n'est pas en train de dire on va mettre des moyens lourds. Au contraire, on a parlé, je pense les deux là, on a parlé d'agilité.
C'est quelque chose il faut se donner un projet ambitieux sur une supply chain agile, une logistique qui va vous amener de la valeur, et il faut s'entourer de gens. Je pense que maintenant, il y a des écoles qui sont plutôt reconnues. Vous avez aussi au Maroc des gens qui sont très qualifiés et qui ont des expériences en la matière. Donc, je pense que voilà, il faut s'appuyer là-dessus. Ça ne doit pas être compliqué, en tout cas. Je vous laisse continuer. Une autre question, Eric, qui me vient à l'esprit lors des partages, de l'échange avec toi, l'entreprise, sur la fameuse question de la destruction des emplois quand on met de la robotisation. C'est un vieux sujet qui est connu. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le cas. Ça veut dire que, bien au contraire, les gens peuvent être redéployés, reformés, requalifiés pour faire autre chose et que les tâches qui sont répétitives peuvent être faites par des robots. Pour rassurer nos PME que ce n'est pas une perte des emplois, c'est au contraire, on va sur autre chose et on est dans des choses complètement rupturantes. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Ouais, alors ça, c'est un éternel débat. Alors déjà, je vais casser les prérequis. Les Chinois, par exemple, commencent à relocaliser en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, parce que c'est moins cher, ou au Vietnam. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui est moins cher que vous. Okay, donc, il n'y a pas de il y aura toujours quelqu'un de moins cher. Par contre, l'arrivée de ces robots, que je vous montrais tout à l'heure, elles offrent une opportunité. Si je prends l'exemple de la France, elle nous offre une opportunité, c'est de réindustrialiser la France parce que cette partie de main-d'œuvre qui était assez coûteuse, qui est remplacée par des robots, elle devient compétitive. Et alors tout à l'heure, c'est Zouer, j'ai du mal avec votre prénom, mais c'est Zouer, je crois. Il vous dit un truc très intéressant, c'est le transport. Oui, ça coûte de plus en plus cher et tous les modèles font que le transport va coûter cher. Et donc la relocalisation va aussi être un intérêt aussi majeur pour vous. Donc vous, entreprise marocaine, il ne faut pas avoir peur de la robotisation parce que ça vous permet d'être compétitif, vous aussi, je dirais. Les robots, ils ne sont pas aussi chers qu'ils ne l'étaient. Maintenant, vous pouvez avoir un robot que vous allez louer qui va vous coûter 400 € par mois. Alors, je ne sais pas quel est le salaire moyen, c'est certainement moins au Maroc, mais on commence à être compétitif parce qu'un robot, il va travailler 3 équipes, il ne va pas travailler une équipe. Donc, il va travailler 24 heures. Donc, si vous voulez, il ne faut pas avoir peur d'aller vers ça. Parce que quand vous allez vers ça, ça vous structure, ça vous aide et ça vous permet d'aller vers autre chose, d'aller vers du service, par exemple. Zouer, rebonjour sur un sujet important, parce que je voyais un petit peu ce qu'on appelle le taux d'externalisation, ou quand on délègue, il est vraiment bas chez nous, il est aux alentours de 20%, d'après ce que j'ai vu, alors qu'ailleurs, il peut être même jusqu'à 50 ou 60%. C'est que les entreprises ont du mal à déléguer, ont du mal à substituer et à aller sur des solutions où on confie à une tierce personne morale une prestation. Ça veut dire que finalement, on revient à notre core business, de ce que je sais faire, et puis je délègue aux spécialistes. Est-ce que toi, de l'œil d'expert que tu as, un globe-trotter qui connaît un petit peu le sujet plus que n'importe qui, est-ce que tu vois ça chez une entreprise qui s'approprie, comme si tu dis à une entreprise finalement, moi j'ai vécu ça quand j'étais chez un distributeur, on allait vendre des solutions industrielles, et puis on voyait bien que même des grosses corporates avaient du mal à imaginer qu'un prestataire va venir changer le process et ainsi de suite. Est-ce que tu vois ça, Zoé? Je pense que c'est, quand même, vous avez mis le doigt sur un problème ou sur un sujet très important. Je m'explique. Primo, l'externalisation logistique aujourd'hui au Maroc, Dieu merci, commence quand même à progresser. Parce qu'on va parler de 3 types d'entreprises, d'entrepreneurs. Et comme l'a bien souligné Eric tout à l'heure, c'est le top management qui prime parce qu'il faut que toujours le projet soit porté par le top management. Et quand on parle de top management, pas forcément, si vous voulez, le président ou le propriétaire, on peut parler d'un directoire, on peut parler d'un conseil d'administration, mais c'est quelque chose de collégial. Il y a des entreprises qui étaient, si vous voulez, très volontaristes et vraiment ouvertes vers l'externalisation et qui ont vraiment, si vous voulez, fait un retour d'expérience probant en continuant à externaliser, si vous voulez, progressivement. Et ça, je pense que c'est quelque chose de salutaire parce que ça donne beaucoup d'assurance, que ce soit à l'entreprise productrice ou aux partenaires logisticiens.
Donc, il y a de ceux qui font progressivement. Il y a d'autres qui sont arrivés à la maturité de dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps, si vous voulez, de se consacrer, ne serait-ce qu'à 5 ou 10% de notre temps à la logistique. Donc, on va lancer un appel d'offres. Et aujourd'hui, comme vous le savez très bien, depuis l'avènement de RTE, de Faurecia et d'autres, si vous voulez, constructeurs ou équipementiers de rang 1, il y a une nouvelle culture. C'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu si vous voulez, on se dirige vers des habitudes un peu plus anglo-saxonnes. Ça veut dire qu'avant de lancer un appel d'offres comme on le faisait avant ou une consultation, on lance en premier ce qu'on appelle un RFI, un Request for Information. On lance, si vous voulez, c'est comme une consultation pour ramasser le maximum d'informations pour l'entreprise qui souhaite externaliser. Suite à quoi, on essaie, si vous voulez, de faire un premier filtre et de sélectionner, si vous voulez, les prestataires qui vont postuler pour le RFQ par la suite, ce qui est Request for Quantities. C'est là où on rentre dans le vif du sujet et c'est là où on sélectionne réellement, si vous voulez, le prestataire adéquat. Et dans ce cas-là, on externalise le tout. Mais après, il y a la troisième, si vous voulez, tranche d'entreprises qui externalisent pendant un bon bout de temps et qui essaient, si vous voulez, d'apprendre le métier. Ça veut dire, grâce à leur retour d'expérience, ils se disent « Ah, on a vu ce que fait pour nous le prestataire » et malheureusement, il y en a pas mal d'entreprises, surtout au niveau, on parle du Maroc au niveau national, qu'une fois ils ont ce retour d'expérience probant dans la mesure où, si vous voulez, l'opération logistique, même si vous avez un WMS, il y a un interfaçage, donc c'est en temps réel, il y a ce qu'on appelle communément l'échange de données informatisées, donc en temps réel, on a les commandes, on a tout ce qu'il faut, et après ils disent « Je pense qu'on est en mesure de faire ce que fait pour nous le prestataire », donc ils réinternalisent la fonction logistique en créant eux-mêmes, si vous voulez, soit une société de transport, soit des entrepôts logistiques éventuellement, et ils commencent, si vous voulez, à gérer eux-mêmes leur. Moi, je pense, ça peut être salutaire, mais je pense que c'est un avis, et c'est un appel que je fais à ces entrepreneurs. Regardez vos coûts de structure et calculez bien avant de décider de réinternaliser. Parce que moi, je pense que pour moi, réinternaliser, on passe à côté de pas mal de choses qui sont évidentes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on veut bien, c'est partir, comme je vous ai dit, de cette approche qui doit être volontariste et que le secteur privé aujourd'hui aussi doit porter absolument. C'est qu'il faut y avoir beaucoup davantage, si vous voulez, d'investissements privés et, comment dirais-je, d'incentives par rapport à l'ensemble des PME, qui soient petites ou moyennes ou les grandes entreprises, pour qu'elles soient à même à externaliser leur logistique. Aujourd'hui, quand on parle de zones de massification, on parle de mutualisation, comme vous l'avez dit, des transports. Aujourd'hui, on ne peut que gagner. Donc voilà, moi je pense que toutes les entreprises aujourd'hui ont tout à gagner en externalisant. Deuxième des choses aujourd'hui, il faut penser intégration. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les champions de l'intégration, on est parti, si vous voulez, de constat, par exemple, pour RTE, au démarrage en 2011, à un taux d'intégration, par exemple, de 25%. On parle l'autre jour, M. Béchéli, le directeur général RTE Renault Maroc, parlait d'un taux d'intégration qui frôle les 60%. Et vraiment, ça, c'est une fierté. Il y a pas mal d'entreprises locales aujourd'hui qui sont en train de produire les IoT, qui sont en train de produire des WMS, qui sont en train vraiment de produire et de former une vraie génération. Et là, entre parenthèses, ce n'est pas pour jeter une fleur à Eric, mais je dirais la vérité. Faurecia est une grande école d'ailleurs qui a formé beaucoup de logisticiens. Preuve en est, beaucoup de cadres de Faurecia ont été débauchés par plusieurs multinationales. Donc voilà, moi je pense à un retour d'expérience probant aujourd'hui, c'est qu'il faut que l'un en l'autre. Même aujourd'hui, pourquoi avoir peur, si vous voulez, de travailler en livre ouvert avec le prestataire pour pouvoir construire et même customiser votre schéma logistique? Moi, je pense qu'on a tout à gagner aujourd'hui si on veut gagner des points en PIB et vraiment rendre notre supply chain résiliente, c'est de s'ouvrir vers les prestataires. Merci. Merci Joël. Eric, pour rester sur le même sujet de tout à l'heure, une PME s'interroge. Évidemment, elle est très intéressée par ce qu'on est en train de dire. Elle a envie de commencer peut-être avec ses modestes moyens versus un grand groupe ou multinational. Par quoi elle peut commencer? Quel est le coût moyen, ça veut dire, de ton retour d'expérience? Elle commencerait par quoi? Par faire ses équipes projets, par cadrer, par voir ce qu'elle a déjà, parce qu'on ne part pas d'une feuille blanche. C'est qu'on fait le SWOT, c'est quand on fait les atouts, les faiblesses,
les opportunités, mais aussi les menaces qui pèsent sur un environnement dans une entreprise. Par quoi elle peut commencer? Quel serait le coût moyen, le délai est-ce qu'elle peut commencer aussi par graduellement, ne pas courir derrière tous les lièvres? Tu conseillerais quoi à une PME, par exemple, qui est novice, mais qui a une farouche volonté de mettre un T égale 0? Tu vois ce que je veux dire, Eric? Ouais, je comprends. Bon, d'abord, qu'on soit PME ou grand groupe, il y a des basiques, des fondamentaux, et la logistique, c'est une histoire de flux d'informations et de flux physique. Donc, le début, le b.a.-ba, c'est le contrôle des flux. Je dois contrôler mes flux physiques, ce qui rentre et ce qui sort, et même chose sur les flux d'informations. Donc, quand on démarre une démarche logistique ou supply chain, pour moi, et à chaque fois, et maintenant je commence à avoir pas mal d'expérience là-dessus, c'est systématiquement la cartographie de ces flux d'informations et de ces flux physiques. Et à partir de là, c'est prendre le contrôle de ça. Alors, vous allez certainement avoir besoin d'outils d'information. On parlait de WMS, je suis complètement d'accord, d'IoT, tout ça, oui. Et avec cet objectif de flux. Une fois que vous avez ça, une fois que vous avez le contrôle qui est le minimum, vous pouvez, alors vous pouvez même le faire en parallèle, mais vous pouvez commencer à voir au-delà. Et là, on parle de valeur. Et là, on parle de, OK, qu'est-ce que je peux apporter de plus? De quoi j'ai besoin en temps réel? De comment mes moyens, mes opérateurs, de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour essayer de gagner sur ce fameux temps qu'on appelle le lead time, qui peut être le temps d'une commande, qui peut être le temps de fabrication. Comment je vais pouvoir devenir efficace en réduisant ce temps? Et là, vous pouvez être aidé, évidemment. Vous pouvez aussi être aidé sur, on parlait de transport, donc comment je vais externaliser cette partie-là. Nous, ce que l'on dit, c'est que, j'ai bien aimé tout à l'heure donc le discours sur l'externalisation, ce que l'on dit, c'est que oui, on doit externaliser parce qu'il y a une histoire de compétences et d'expertise. Par contre, il faut aussi garder la main et garder l'ingénierie. L'ingénierie de la logistique, l'ingénierie du flux, l'ingénierie du design de ce que je veux faire. Ça, c'est le top management. Ça, c'est qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui fait que je vais être différent et compétitif par rapport aux autres. Donc voilà, donc pour moi, c'est une histoire de flux. On commence par le contrôle de ces flux, on fait la cartographie. Une fois qu'on a tout ça, on peut commencer à regarder, OK, le coup d'après, qu'est-ce que ça va être? Comment je vais réduire ce lead time? Comment je vais être plus digital? Utiliser moins de papier, être plus efficace? Voilà, ça, c'est généralement l'étape 2. Merci Eric. Une Et question. juste en termes de temps, on est sur des délais de certainement, enfin, ça dépend de la situation, mais moi je suis dans les 6 mois pour atteindre l'étape numéro 1. En 6 mois, on doit pouvoir redresser une situation, on doit pouvoir mettre sous contrôle quelque chose qui ne l'est pas forcément. Et après, vous avez un plan à 12 mois, 18 mois sur vers où vous voulez aller. Voilà à peu près les idées. Merci beaucoup Eric. Zoël, une question sur les stocks. On parle de la logistique, de l'approvisionnement, et puis de cette traçabilité depuis l'intrant jusqu'à sa transformation, et puis ses déchets pour être RSE, pour être éco-responsable, ainsi de suite. Aujourd'hui, un phénomène qui se pose, c'est que nous sommes dans un monde actuellement où les prix explosent. Et on ne voit pas un petit peu, même je vois un petit peu les plus optimistes, sont un peu pessimistes par rapport à l'accoutumée. Est-ce que, quand on dit, par exemple, dans une chaîne de valeur où on a l'optimum, comme disait tout à l'heure Eric, on essaye de mettre les entrées avec les sorties pour les ventes et tout ça, pour que ça soit corrélé, qu'on soit vraiment dans les flux tendus, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être les entreprises ont peur et ils achètent, ils constituent des stocks qui coûtent aussi cher, hein, quand on constitue un stock? On prend peut-être un emprunt bancaire, donc il y a aussi, il y a aussi un coût financier, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises sont dans cette donnée de constituer encore des stocks avec des opérations, des achats à terme, peut-être de la devise et tout ça, ou on traite au spot aujourd'hui? Ça veut dire qu'on travaille à vue. Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu le vois par secteur, par exemple? Écoutez, je vais vous dire une chose. Je pense que je vais revenir encore une fois, si vous permettez, à la crise de la Covid-19. Je pense que peut-être avant, on n'avait pas des plannings d'approvisionnement. Ils étaient rares, les entreprises, si vous voulez, qui anticipaient plus ou moins certaines tendances. De toute façon, vous savez très bien, je pense que Tijal est bien placé pour le savoir comme étant une banque leader au niveau national et africain.
Ils ont même, j'ai eu le plaisir déjà en 2017-2016 de travailler en étroite collaboration avec pas mal de cadres de Tijari Wafa sur un projet ambitieux d'ailleurs que Tijari avait lancé en 2019, ce qu'on appelle la Supply Chain Finance. La Supply Chain Finance, c'est ce qui permet, si vous voulez, même aux producteurs les plus vulnérables, on va parler de la petite PME aujourd'hui qui n'a pas assez, si vous voulez, de moyens pour pouvoir produire, pour lui permettre, si vous voulez, d'un côté d'être, si vous voulez, financé et d'un autre côté de calculer son risque de change. Donc, de calculer le risque d'approvisionnement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'incentives, et je parlais encore une fois de l'initiative privée et de l'initiative publique. On parle aujourd'hui de ce qu'on appelle des zones d'accélération économique, comme vous le savez très très bien, en prenant, si vous voulez, le Tangemed comme exemple. Qui dit Tangemed, dit aujourd'hui quand même le 20e, il est classé pendant le top 30 des plus grands ports internationaux et mondiaux, donc on est classé 24e. On gère quasiment, l'année dernière, on a géré plus de 6,5 millions d'équivalents 20 pieds, et en même temps, il y a une zone, ce qu'on appelle MedHub, donc en parlant de hub, il y a MedHub qui permet de ce qu'on appelle communément d'avoir accès à ce qu'on appelle les magasins avancés. Je m'explique, c'est quoi un magasin avancé? C'est un magasin qui vous permet de constituer des stocks conséquents en franchise totale de droits et taxes. Donc franchement, plus que ça, on ne peut pas faire. D'ailleurs, tous les équipementiers automobiles et même constructeurs aujourd'hui, quand ils démarrent, ils ont démarré, par exemple, en parlant de Renault, ils ont ce qu'on appelle le International Logistic Network, l'ILN. Cette ILN-là, c'est une sorte de magasin avancé qui leur permet de s'approvisionner, de préparer. Aujourd'hui, chaque usine Renault, entre parenthèses, elle est en même temps construit des véhicules et construit aussi des pièces pour d'autres usines basées ailleurs. Donc, si vous voulez, regardez un petit peu comment on essaye, si vous voulez, de planifier pour ne pas tomber dans des ruptures. Donc, aujourd'hui, à part le stockage après dédouanement et mise à consommation, où on peut, par exemple, constituer des stocks, aujourd'hui, on peut même gérer son prévisionnel en mettant, si vous voulez, des stocks conséquents de matière, bien sûr, à condition qu'ils ne soient pas périssables. Et même périssables, il y a des zones quand même de stockage à température dirigée qui me permettent aujourd'hui de stocker en franchise totale de droits et douanes jusqu'à ce que j'ai la commande ou jusqu'à ce que je matérialise la commande. Et même à l'extérieur de la zone MEDEUB, je l'ai pris comme exemple parce que c'est un exemple pionnier, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les EPP, les entrepôts privés particuliers. Ces entrepôts privés particuliers peuvent être, si vous voulez, Forestia demain, il a besoin d'avoir une zone de stockage en zone franche, même en terrain assujetti, elle a le droit de demander via son partenaire logisticien ce statut qui est demandé à la douane et qui est traité dans les 48 heures à une semaine maximum quand il y a des complications et qui vous permettent d'avoir les mêmes avantages que la zone MEDEUB, ça veut dire d'être en franchise totale de droits et douanes jusqu'à ce que vous avez la mise à la consommation. Ou éventuellement pour Forestia, parce qu'elle est dans une zone franche, elle prendra des pièces d'une zone assujettie vers une zone assujettie, avec une simple déclaration aujourd'hui informatisée grâce au développement de ce qu'on appelle l'échange de données informatisées. Et même pour n'importe quelle petite PME, il va dire que le coût d'un EPP va être pénalisant pour ma logistique et pour ma finance. Il y a aussi ce qu'on appelle les EPB, les entrepôts particuliers banalisés, qui sont ouverts, si vous voulez, on peut mutualiser le stockage. Ça veut dire que vous n'allez payer que le coût de la palette et être en franchise de droits et taxes. Donc franchement, il y a ça d'un côté et d'un autre côté, consommons un peu localement et poussons nos industriels aujourd'hui à s'intéresser davantage, à créer, si vous voulez, aujourd'hui des produits et industrialiser, si vous voulez, des objets et des produits made in Morocco qui nous sont capitales. Ça veut dire, vous avez vu, aujourd'hui, quand il y a eu la Covid, premier constat flagrant, et personne ne peut le nier, c'est qu'on a vu l'absence du pavillon national en termes de maritime. On est à la merci de compagnies étrangères. Dieu merci que c'est une compagnie qui existe et coopère au départ et à l'arrivée du Maroc, mais vous avez vu un petit peu, si on disposait au moins de quelques feeders par rapport au transport maritime, on aurait un peu souffert moins. Ceci disant, on a quand même bien géré cette période Covid et voilà, il faut au passage remercier de ceux qui ont permis ça. Donc voilà un petit peu. Merci beaucoup, Zizo. Je reviens auprès de toi pour une autre question, une dernière. Eric, une question sur, dans un environnement, tu es un expert du groupe Forestia, qui est quand même un très, très grand groupe. Comment le fait d'avoir implémenté ces transformations et de devenir finalement labellisé dans tout ce qu'on vient de dire, RSE, supply chain, environnement et tout ça,
est-ce que ça a abordé un petit peu vos partenaires, vos fournisseurs? Parce que vous avez une chaîne, vous avez un écosystème fournisseur, bien sûr, qui vous source, mais aussi vos clients. Ça veut dire que, est-ce que ça vous a permis, par exemple, d'avoir un peu plus de clients? Pour dire finalement, on a un peu plus de la latitude, on a travaillé sur ces sujets, tu l'as dit tout à l'heure, on fait de la simulation, on est un peu plus à l'aise sur les prévisions, sur les préventions, sur l'expérience client d'une manière générale, et ça nous permet d'être à l'aise, de co-construire avec lui, finalement, de capter de la valeur, finalement. Est-ce que ce sont des choses qui sont visibles à travers la supply chain? Est-ce que ça transforme aussi le business model d'une entreprise, qu'elle gagne un petit peu quelques points? Alors, la réponse est oui. Maintenant, comment je vais essayer d'illustrer ça? D'abord, ça fait déjà assez longtemps que les entreprises dans l'automobile collaborent beaucoup. Et effectivement, quand vous êtes dans ce milieu-là, cette arrivée de ces outils, de ces pratiques, fait que vous vous améliorez et ça vous permet de rester à la pointe et d'avoir des marchés. Maintenant, si on regarde en plus avec ce qui s'est passé ces dernières années, et là on va revenir à nouveau à la Covid et aux différents problèmes, on s'est aperçu de quoi? Alors, c'est encore plus vrai dans ce que je vis aujourd'hui, à savoir la crise des semi-conducteurs. On s'est aperçu qu'il faut de la transparence dans l'information, que l'on n'avait pas forcément. Parce que les constructeurs, ils sont un petit peu en situation de force et de pouvoir, et généralement, ils communiquent sur des prévisionnels très très courts, et ils ne vous donnent pas trop d'informations sur le long terme et le moyen terme. Et là, bizarrement, il faut s'engager. Et je disais tout à l'heure, il faut s'engager 24, 18 mois à l'avance. Donc là, on est en train de s'apercevoir qu'on est obligé, et les constructeurs le sont également, ils sont obligés de donner de l'information. Et cet écosystème, alors oui, on onboard et on embarque des fournisseurs de rang 2 et on est obligé, parce qu'aujourd'hui, la contrainte d'ailleurs, elle est dans ces fournisseurs de rang 2. C'est les fournisseurs de semi-conducteurs, c'est même les fonderies qui sont de rang 3 qui créent le problème. Donc on est obligé de créer cette supply chain dont on a pu rêver il y a quelques années. Alors, on parlait à un moment donné de blockchain, ça arrivera peut-être plus tard dans le domaine de la logistique, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, oui, le fait d'être performant et de maîtriser ces flux d'infos, de maîtriser ces flux physiques, nous permet d'abord être fiable. On a résisté très bien, on n'a pas arrêté les clients. Forestia a eu cette capacité à, malgré la crise, continuer coûte que coûte, je dirais, à subvenir aux clients. C'est reconnu. On a été très agile, mais grâce à ces nouveaux outils. Donc oui, ça amène de la valeur et ça amène aussi des perspectives à venir assez intéressantes vis-à-vis des futurs, de la croissance future, en tout cas du groupe Forvia, et puis de ses fournisseurs. Parce que à partir d'un certain moment, on devient fournisseur, on devient partenaire, je dirais. Les fournisseurs deviennent des partenaires. D'accord? Donc, merci. Donc il faut tendre vers ça parce que c'est que vertueux. Tout ça, c'est vertueux. Merci Voilà. Eric, merci Eric. Je reviendrai pour toi pour un mot de conclusion. Zouher, on a parlé du constat du secteur, des choses. Est-ce qu'il faut plus, parce que tu as donné l'exemple de ton GMED et tout ça, est-ce qu'il faut plus de P2I, plus de zones industrielles, plug and play? Ça veut dire que je trouve de tout, des facilities, je trouve de tout, je trouve ces zones logistiques, cette mutualisation, ces choses, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que les PME gagneraient à mutualiser le transport, avec ce qui se passe aujourd'hui avec ces prix du gasoil ou de l'essence et tout ça, peut-être. Est-ce qu'il faut plus d'audace, plus d'ouverture, plus d'implication de tout le monde, des entreprises, des logisticiens, de tout le monde, pour que nous puissions vraiment arriver à un état meilleur que celui que nous avons jusqu'à présent? C'est Zoé? Écoutez, je pense qu'il y a un maître mot, Eric l'a souligné tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la transparence. Quand on travaille sur un schéma transparent, sur une relation bilatérale transparente, il peut y avoir une approche gagnant-gagnant pour les deux parties. Aujourd'hui, on a tout à gagner d'être transparent dans son approche et de partager le maximum d'éléments avec son prestataire. Je pense que, je suis désolé, je le dirais quand même, que les PME manquent d'audace. Aujourd'hui, ils veulent tout, mais ils ne veulent rien donner en contrepartie.
On ne peut pas avoir cette approche de tout prendre. Parce qu'aujourd'hui, il faut concevoir la relation comme étant une relation de partenariat et pas une relation de donneur d'ordre et d'exécutant. D'accord? C'est une relation quand même qui est construite dans le temps. Et pour le faire, comme je l'ai dit, il faut avoir un peu plus d'audace de la part des PME et oser, si vous voulez, le pari. Aujourd'hui, il y a pas mal d'organismes. La vérité, moi, je tiens à féliciter l'ensemble des intervenants et l'État, elle a fait énormément d'efforts par rapport à ça. Aujourd'hui, vous aviez des programmes qui ont démarré depuis l'année 2017-2018, par exemple PME Logis par la MDL, qui vous permet de financer jusqu'à 70% de tout ce qui est, si vous voulez, système d'information en relation avec le transport ou la logistique. Que ce soit un TMS, que ce soit un WMS, que ce soit un échange de données informatisées. Il y a Maroc PME qui nous cesse aujourd'hui de faire quand même pas mal d'interventions de sensibilisation et qui accompagne l'ensemble des PME dans, si vous voulez, leur développement en termes de logistique, ça veut dire en mettant à leur disposition aussi des subventions. Sans parler des gros projets industriels qui ont quand même l'appui du Fonds Hassan II, qui ont l'appui du ministère du Commerce et de l'Industrie. Quand même, je pense qu'aujourd'hui, il y a assez, si vous voulez, d'outils. L'OFPPT, parce qu'on a démarré avec le capital humain, et j'aimerais clôturer avec le capital humain, qui n'arrête aujourd'hui de cesse d'œuvrer vers vraiment l'ouverture de nouveaux centres spécialisés dans les métiers du transport, de la logistique. Qui dit transport et logistique, on parle quand même de chaîne de valeur, au communément supply chain. Et rien que récemment, il y a eu la réalisation de l'Institut de transport et de logistique au niveau de Nouassab, avec une initiative marocaine, une initiative de Moroccan Millennium Challenge, quand même qui est vraiment un phare aujourd'hui pour la formation professionnelle dans ces métiers. Tanger suivra dans un futur très proche. Agadir, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on a tout à gagner à avoir cette approche collaborative et à être beaucoup plus transparent. Eric a parlé des semi-conducteurs. Comment voulez-vous? Est-ce que vous imaginez aujourd'hui que tout le monde, et les constructeurs automobiles et le monde entier qui a besoin de semi-conducteurs, vraiment est à la merci d'une usine qui se trouve à Taïwan? Donc, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui vraiment de développer, si vous voulez, aujourd'hui une chaîne d'approvisionnement et une industrie de semi-conducteurs qui sera placée en Europe, du Sud, au Maroc éventuellement, qui peut être un excellent candidat, vu sa proximité, que ce soit au niveau de l'Afrique ou au niveau de l'Europe. Donc voilà, moi je dirais que le pari serait réellement d'avoir une approche volontariste et transparente et s'ouvrir, si vous voulez, vers la supply chain et en gagner. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas, si vous voulez, en mesure d'attendre. Ça veut dire l'attente est mortelle aujourd'hui pour n'importe quelle entreprise aujourd'hui qui veut faire du business aujourd'hui. Le temps d'attente et les lead time aujourd'hui ne peuvent plus permettre, si vous voulez, du sursis. Et on n'est pas obligé aujourd'hui d'attendre aujourd'hui pour prendre un autre rythme. Aujourd'hui, on est dans l'obligation de prendre un train en marche. Il faut sauter dessus et saisir les occasions. C'est comme ça que j'ai valorisé aujourd'hui. Peut-être avant, on avait le temps. Maintenant, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, tout ça est d'actualité. C'est clair. Voilà. C'est clair. Merci. Un mot de conclusion, Zouheir. Je ne te lâche pas. Un mot de conclusion. Un mot de conclusion, la vérité. Excellent débat, excellent intervenant, excellente animation. Ravi, très ravi, vraiment. Et honoré d'avoir participé et donné un tout petit peu quand même par rapport à un petit retour d'expérience, la mienne par rapport à ça. Et ravi d'avoir connu Eric et Sidebi. Donc voilà, je dis, soyons tous, si vous voulez, soyons tous aujourd'hui unanimes par rapport à, si vous voulez, à une supply chain, on va dire, résiliente, une supply chain participative, une supply chain qui est un vecteur aujourd'hui de développement de tout pays. Merci. Merci beaucoup, Zouheir. Eric, un mot de conclusion? Oui, alors moi aussi, je vais remercier, mais d'abord, je vais remercier les participants. J'ai vu que vous étiez 50. Je ne sais pas si vous avez posé des questions et si vous en aviez. Si jamais vous voulez, il n'y aura pas de souci pour continuer ce débat après. Vous avez pu remarquer qu'on a affaire à des passionnés. Je vois que Zouheir est un peu comme moi et part très vite dès qu'il s'agit de sujets autour de la supply chain. Moi, j'y crois, j'y ai toujours cru. J'ai effectivement passé plusieurs années dans les opérations dans le lean. Et pour moi, la supply chain, c'est quand même la fonction qui s'est transformée. D'abord, qui s'est créée, parce qu'il n'existait pas forcément il y a une vingtaine d'années, mais c'est une nouvelle fonction. C'est quelque chose qui va vous amener quelque chose qui est à l'interface du produit, à l'interface des clients, à l'interface des achats, à l'interface de la finance. C'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et donc, investir dans les gens, people first, d'accord? Ça, c'est important. Big is beautiful. Vous avez raison. Plus vous allez consolider de flux à un endroit, et mieux c'est. La logistique, c'est une affaire de gros. Il faut avoir des synergies.
D'accord? Il faut être simple. Simple is better. Souvent, je dis ça. Il faut avoir des choix simples. Mais continuez là-dedans. Les PME, allez-y. C'est vrai, foncez. Il n'y a pas de raison. Ça peut que vous aider. D'abord, vous avez tous envie d'être profitable et de grossir. Eh bien, n'hésitez pas. Il y a plein d'outils, plein de solutions maintenant qui s'offrent à vous. Elles sont assez faciles à mettre en œuvre avec le cloud, avec tout ce qu'on voit sur les téléphones et autres. Mais allez-y, n'hésitez pas, investissez dans la supply et dans les personnes qui font la supply. Voilà. Donc, merci à vous. Mais très intéressant ce débat. J'avoue, c'est toujours intéressant de participer à ce genre d'échange. Merci. Merci, merci beaucoup, Eric et Zoé, pour d'avoir partagé avec nous un moment sur un sujet hautement intéressant, mais surtout stratégique et névralgique au moment où le pays se pose, bien sûr qu'on est dans un carrefour, et puis on se pose pas beaucoup de questions, mais une stratégie industrielle est basée aussi sur la supply chain, basée sur la logistique, sur le transport, sur la mutualisation, sur la centralisation des achats et ainsi de suite. Je remercie vivement celles et ceux qui nous ont accompagnés lors de ce webinaire, le groupe Tigeri Alpha Bank à travers le marché des entreprises, BPI France, Angers, Sophia, un clin d'œil à Angers et Sophia pour leur amabilité de nous aider, nous accompagner à chaque fois que nous avons besoin d'eux. Merci encore Eric, merci Zoé pour ce partage et ravi et au plaisir de vous retrouver une autre fois. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.